RMC. L'invité ce matin, c'est Bruno Retailleau. Bonjour. Bonjour Adrien Gindre. Président du groupe Les Républicains au Sénat. Avec vous, on va bien sûr parler dans quelques instants de la loi immigration qui est en examen à l'Assemblée. On va parler également des suites de l'attentat de samedi à Paris. Juste un petit mot d'abord qui est lié indirectement à une partie de ces sujets. L'aide médicale d'État. Un rapport a été remis en début de semaine au gouvernement, signé par Claude Évin et Patrick Stefanini, les Républicains. Il se trouve que ce rapport estime que l'AME est globalement maîtrisée, mais mérite d'être adaptée. Le Sénat avait proposé sa transformation. Bon, finalement, pas besoin. Non, on a proposé de l'adapter justement. On a proposé de transformer l'AME, qui encourage l'immigration, en une AMU pour la restreindre aux soins d'urgence. Le rapport dit que l'AME n'apparaît pas comme un facteur d'attractivité pour les candidats à l'immigration. Eh bien, vous ne l'avez pas complètement lu, parce que le rapport, malgré tout, dit deux choses. Ou alors vous voulez lire ce qui vous arrange dans le rapport? Non, le rapport dit tout simplement que cela doit être à l'origine, l'AME, justement, d'à peu près 10% de l'immigration clandestine. Donc, vous savez, actuellement, on a sur l'AME 460 000 bénéficiaires. 10%, c'est déjà pratiquement 50 000. Oui. C'est énorme. On est loin de 100%. Et elle dit bien aussi que pour les pathologies qui sont très lourdes, par exemple pour les greffes, pour la dialyse, alors là, c'est une incitation à l'immigration. Donc ça ne change rien. Vous savez pourquoi on a fait l'AMU plutôt que l'AME? Et le rapport le dit d'ailleurs. Le rapport médical d'urgence plutôt qu'être médical d'État. Exactement. Pourquoi est-ce qu'on a restreint? Le rapport dit très très bien, c'est une confirmation de ce que nous voulons faire, que la France avec l'AME se situe en tête de tous les pays européens et même du monde entier. Donc c'est un appel d'air. Et on a voulu simplement ramener la France dans la moyenne de ce que font les pays voisins, les pays européens, pour qu'il n'y ait pas de cet appel d'air. Alors venons-en à la forêt qui est cachée derrière cet arbre de l'AME, c'est bien sûr le projet de loi immigration dans sa globalité. Vous l'avez rappelé, un texte a été voté au Sénat, après modification par les sénateurs de votre majorité. Il se trouve qu'il est examiné à l'Assemblée, qu'il a déjà été remodifié dans l'autre sens en commission des lois, à l'initiative de la majorité présidentielle. Est-ce que vous, ce matin, vous appelez les députés de votre famille et plus globalement à voter contre ce texte à l'Assemblée nationale? Ce texte est un texte qui a totalement dénaturé le travail du Sénat. C'est un texte de mesurette, c'est un texte laxiste. J'appelle bien sûr nos députés, mais ça j'ai pas de doute, à s'y opposer. Mais j'appelle surtout les députés macronistes dans la majorité présidentielle à le retravailler pour faire en sorte que ensemble on puisse parvenir à donner une vraie réponse à l'immigration. Tous les Français, 75% des Français, y compris une majorité de Français de gauche désormais, pensent qu'il y a trop d'immigration en France. Ce texte a totalement détricoté le texte du Sénat. 31 articles, le tiers des articles ont été supprimés et beaucoup ont été affaiblis. Je peux donner quelques exemples. Il y aura plus de régularisation, donc plus d'entrées avec ce fameux article. Parce que la disposition sur le titre de séjour de métier en tension a été remodifiée. Et il y aura moins d'expulsions parce qu'ils ont à nouveau assoupli les mesures de protection qui nous empêchent, vous savez, d'expulser des individus dangereux et parfois qui ont commis des crimes. Mais Bruno Retailleau, vous êtes parlementaire, vous êtes, j'imagine, attaché au travail parlementaire. Vous avez fait vos modifications, l'Assemblée est libre de faire les siennes. Est-ce que vous dites ce matin, le texte du Sénat, c'est à prendre ou à laisser, il faut le voter tel quel, conforme? Non, ce que je vous dis, c'est que vous avez raison, le parcours parlementaire, c'est un match à plusieurs manches. Il y a eu une première manche au Sénat. Maintenant, il y a une seconde manche, qui est la manche à l'Assemblée nationale. Mais dans cette manche-là, il y a deux mi-temps. Il y a la commission des lois, puis il y a le travail en séance publique. Qui va commencer lundi. Moi, j'espère encore. Écoutez, moi, je suis dans l'opposition. J'ai toujours considéré que, même dans l'opposition, il fallait être utile aux Français. C'est ce que nous avons fait au Sénat. Ce texte est inutile. Ce texte ne permettra pas de reprendre le contrôle de l'immigration, du désordre migratoire. Donc j'espère encore que, au moment justement de la séance publique, les députés vont se ressaisir. Mais vous pensez vraiment que Gérald Darmanin a envie de faire un texte inutile? Vous dites que le texte est inutile. Il n'est pas sincèrement engagé pour lutter contre l'immigration illégale? Le problème, c'est pas Gérald Darmanin qui fait un texte. Il le propose au départ. Ensuite, le texte, il est voté. Il est voté par des députés. Or, le problème de Gérald Darmanin, c'est pas tellement le problème de LR. Le problème de Gérald Darmanin, c'est sa propre majorité. Vous savez parfaitement que le président de la commission des lois, Sacha Houlié, c'est l'aile gauche. Et il y a une aile droite. C'est le en même temps. Le problème, c'est que le en même temps, sur les sujets régaliens, et notamment sur l'immigration, ça ne marche pas. Mais ou c'est blanc, ou c'est noir. Sur le parcours parlementaire, on doit donc bien comprendre de ce que vous nous dites que le Sénat, que vous êtes prêt à des concessions, que vous êtes prêt à abandonner des éléments que vous avez votés au Sénat. On n'est pas des greffiers. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas une seule mesure qui serait abandonnée, qui peut compter pour nous. C'est la cohérence d'un ensemble. On a voulu tenir compte de principes. On veut moins d'entrées, plus de sorties. Donc moins de régularisation,
et plus d'expulsions. On veut aussi que la loi française soit respectée. On a rétabli le délit de séjour irrégulier pour dire qu'on ne peut pas entrer en France clandestinement par réfraction. Et ça, les députés, pour l'instant, en commission des lois, ils l'ont supprimé. Et on s'est dit aussi, il faut absolument faire en sorte que la France ne soit pas mieux disante que les autres pays européens. Parce que sinon, les mafias, les passeurs, les filières repèrent nos avantages. Et ils oriente les flux, justement, de migration vers la France. Donc, en matière de regroupement familial, de soins gratuits, de droit d'asile, etc., il faut reprendre la main. Or, encore une fois, les députés ont réactivé les pompes aspirantes. Un tout petit point de procédure. Une fois que le parcours parlementaire se sera poursuivi, à un moment intervient ce qu'on appelle la CMP, la commission mixte paritaire. 7 députés, 7 voilà. 7 sénateurs, on essaie de se mettre d'accord. Voilà, et pas mal de parlementaires de droite, puisque la composition du Sénat vous donne aussi cet avantage-là. LR sera en position de force à ce moment-là pour négocier, pour discuter, pour pouvoir parvenir à ses fins. Écoutez, on verra. Simplement, une CMP ne peut pas tout réécrire. J'en ai l'habitude et je crois que tout va dépendre du texte qui va sortir de l'Assemblée nationale. Ou le texte qui sort de l'Assemblée nationale, de la séance publique, pas de la commission des lois, il est assez proche du texte du Sénat. Alors c'est possible de trouver un accord, ou alors il est très loin, et on ne trouvera pas d'accord en CMP. Une CMP ne peut pas tout réécrire, ça n'est pas possible. Une CMP est là pour négocier des ajustements, mais pas pour refaire tout le travail, toute la trajectoire parlementaire. Vous avez évoqué le contenu du texte, il se trouve que Gérald Darmanin le fait aussi en vous lançant un appel à la responsabilité. Il a eu ces mots en début de semaine à propos de ceux qui éventuellement ne voteraient pas ce texte immigration. Il dit qu'ils auront une responsabilité immense, ils empêcheraient d'expulser des délinquants étrangers radicalisés. Est-ce que vous êtes prêt à l'irresponsabilité? Non, ce qui serait irresponsable, c'est de voter le texte tel qu'il a été prévu aujourd'hui et détricoté par la commission des lois. On parle d'expulsion. On a été très très radicaux au Sénat pour faire en sorte qu'on ne connaisse plus ce qu'on a connu, par exemple, avec l'assassinat du professeur Dominique Bernard. Je vous rappelle qu'il y a des individus qui ont commis des crimes de sang qui ne sont pas expulsables en France, par exemple, parce qu'ils sont arrivés avant l'âge de 13 ans. On a supprimé, nous. On a supprimé toutes ces exceptions, toutes ces protections. Et les députés en ont réintroduit certaines. Donc, en matière d'expulsion, le texte du Sénat, il est le mieux disant. C'est ça la vérité. Il ne faut pas mentir avec les Français. Il reste des dispositions dans le texte de l'Assemblée qui permettent ces expulsions. Oui, mais notre texte est beaucoup, beaucoup mieux disant. Je vous assure. Le mieux, il faut... le mieux le plus. Mais bien sûr. Mais pourquoi? Tout simplement qu'on le voit bien. Les Français sont stupéfaits quand ils voient qu'on ne peut même plus aujourd'hui renvoyer à leur pays d'origine un certain nombre d'individus qui sont radicalisés, qui sont très dangereux, tout simplement parce qu'il y a une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui dit mais attention, parce qu'en Russie, ils ne pourraient peut-être pas bénéficier d'un procès équitable. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on protège la société française ou est-ce qu'on protège les terroristes? Moi, j'ai fait mon choix. Le texte du Sénat, il a fait son choix aussi. Alors, parlons-en justement. Et revenons en détail sur les conséquences de l'attentat de samedi à Paris. Je voudrais d'abord avoir votre éclairage sur des mots que vous avez eus chez nos confrères du Parisien hier. Vous dites « L'État est incapable d'empêcher que nos rues se transforment en coupe-gorge ». Incapable parce qu'il ne le veut pas ou parce qu'il ne le peut pas juridiquement aujourd'hui? Les deux. Je pense que ce qui est terrifiant aujourd'hui, c'est que vous êtes jeune, vous avez 16 ans, vous allez à un bal populaire et vous êtes confronté à la mort. Là, vous parlez de vous êtes un professeur. Même si vous avez vu que nos confrères du Parisien hier se faisaient l'écho d'une version qui pourrait être différente, qui pourrait être celle d'une altercation dans la soirée, sans qu'il s'agisse. Il est mort. Le professeur Dominique Bernard, dans un lycée, il est mort, etc. Et toutes les morts n'ont pas une cause unique. Le touriste allemand, oui, mais écoutez, on enchaîne. Là encore, il y a 24 heures, un mort, un jeune, à nouveau. Mais c'est une chronique qui devient banale, et ça, on ne peut pas s'y accoutumer. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un manque de volonté. Le problème, notamment d'Emmanuel Macron, du progressisme en général, c'est que l'angle mort, c'est vraiment le régalien. Moi, je demande une révolution pénale. Il faut une révolution pénale. Il faut des courtes peines, des doubles peines qu'on a réintroduites, des peines minimales, et notamment pour les mineurs. Les emprisonner, ne pas attendre 20, 30 délits pour arriver au crime. Les emprisonner avant sur des prisons qui sont spéciales, qui ne sont pas les mêmes que les autres prisons, pour pouvoir leur donner une butée, comme lui dit très bien un très grand pédopsychiatre, le professeur Maurice Berger. C'est cela qu'il faut faire. Donc, il n'y a pas de volonté. Mais aussi, il y a des problèmes. Il y a des problèmes avec des jurisprudences, notamment vous le relevez, notamment du Conseil constitutionnel aussi, sur la rétention de sûreté, par exemple. Est-ce que ça veut dire que vous êtes, de ce fait, en raison de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, opposé à titre personnel à la rétention de sûreté?
Non, je ne suis pas du tout opposé à la rétention de sûreté. J'ai simplement indiqué qu'il la faudrait, mais qu'en l'état actuel du droit constitutionnel, on ne le peut pas. C'est pour ça aussi qu'on propose demain, et sera discuté à l'Assemblée nationale, aujourd'hui en commission des lois du Sénat, une révision constitutionnelle qui nous permettrait justement d'outrepasser un certain nombre de jurisprudences dès lors que l'identité constitutionnelle de la France sera menacée, ou des intérêts vitaux. On ne peut pas le faire à tout bout de champ. Le contrôle juridictionnel est important, c'est l'état de droit. Mais il y a un problème aujourd'hui, ces jurisprudences, en fait, elles consistent à donner des droits individuels, y compris à des individus dangereux, au mépris de la protection de la société. Mais Bruno Retailleau, est-ce que c'est pas, avec de bonnes intentions de protéger les Français, ouvrir la boîte de Pandore? C'est-à-dire que si on commence à détricoter l'état de droit, si on commence à détricoter les cadres, où est la limite? Non. Où sont les risques? Où sont les répercussions demain? Il faut poser un cadre. Moi, ce que je constate, aujourd'hui, il faut réagir vite. Je vous dis qu'il y a un problème de constitutionnalité. Donc j'ai fait une proposition qu'au Sénat on a votée il y a 3 ans. C'est une proposition qui consiste à dupliquer ce que Nicolas Sarkozy avait fait pour les pédocriminels très dangereux en 2008 sur une mesure qui est une mesure de surveillance de sûreté. C'est une mesure judiciaire prononcée par le juge d'application des peines et qu'on étendrait aux terroristes. Un terroriste est tout aussi dangereux qu'un pédocriminel récidiviste. Donc cette mesure-là qui permettrait par exemple de mettre des bracelets électronique, d'interdire un certain nombre de lieux, de lui demander de passer 1 fois, 2 fois par jour à la gendarmerie, au commissariat, d'avoir un contrôle très 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 strict de surveillance de sûreté, on peut le faire. Malheureusement, le gouvernement n'avait pas repris notre proposition. Je vous l'annonce ici, à votre antenne, dans quelques jours, avec le président de la commission des lois, nous y travaillons, François-Noël Buffet, on va remettre sur la table un texte, une proposition de loi. On la votera au Sénat. J'espère que le gouvernement l'adoptera, y compris avant les Jeux Olympiques. On n'est pas prêt. Aujourd'hui, on n'est pas prêt pour les Jeux Olympiques. Que prévoira exactement ce texte? Il prévoira des mesures de sûreté compatibles avec notre état de droit et notamment avec le droit constitutionnel. Pour qui? À qui ça vise? À qui ça s'adresse? Ça visera des individus qui seront très très dangereux, qui auront d'ailleurs encouru et qui auront été condamnés pour des peines de prison d'au moins une dizaine d'années, avec des mesures qui permettront justement de les surveiller, d'avoir un contrôle très très strict de tous leurs mouvements. Et y compris d'ailleurs une injonction de soins. Comme l'a proposé Gérald Darmanin. Oui, mais il n'a proposé qu'une injonction de soins. Désolé, le problème, c'est pas un problème de psychiatrie, c'est un problème d'islamisme, d'idéologie. C'est bien parfois d'avoir la première brique pour en ajouter d'autres. Si vous refusez toutes les premières briques qui sont proposées par Gérald Darmanin, finalement, ça n'avance jamais. Mais une injonction... Attendez, le problème des terroristes, ils sont tous à moitié dingues. Regardez ce qu'a fait le Hamas. Quand même, éventrer des femmes, tirer leur fœtus de leur corps, etc. Tuer des enfants. Ils sont dingues. Ce que je veux dire, c'est que hier, on avait une excuse sociale. Aujourd'hui, on s'appuie sur une excuse psychiatrique. Non. Moi, ce que je veux dire, c'est que la folie des fous de Dieu, c'est l'islamisme, des fous de Allah. Voilà. Donc ne confondons pas tout, et je pense que l'injonction de soins, ça peut être utile, mais nous allons la réintégrer dans un corpus de mesures qui ira bien au-delà et qui permettra de verrouiller justement ces individus qui sont dangereux pour notre société. Si je vous ai bien compris, Bruno Retailleau, je voudrais que pour être sûr, vous avez dit mesures judiciaires. Ça veut dire que c'est un juge qui prononce la mesure. Ça veut dire que vous ne pouvez pas garantir que l'enfermement ou le suivi sera prononcé tel que vous le souhaitez. Le juge restera libre de sa décision. Je m'explique. Aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle des MICAS, des mesures individuelles, qui sont des mesures administratives, de contrôle, de surveillance. Mais là encore, le Conseil constitutionnel a dit non, on ne peut pas les prolonger trop. C'est 1 an plus une année renouvelable, grosso modo. Ça, c'est très efficace. C'est l'autorité administrative, le préfet, par exemple, qui la déclenche. C'est la voie la plus simple et la plus rapide. Oui, mais sauf que ces individus peuvent pas être surveillés pendant 1 an. Il faut 3 ans, 5 ans. Et donc, seul le juge d'application des peines, pour être compatible justement avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel, ça marche ça. Le juge d'application des peines peut prononcer ce genre de mesures. C'est ce que nous allons présenter. Et ça sera un package qui permettra l'injonction de soins, mais qui permettra par exemple des mesures coercitives, le bracelet électronique, venir à la gendarmerie, venir au commissariat, interdire de fréquenter des lieux, interdire de fréquenter des personnes. Mais on est dans une société au juge. Mais sinon, je vais vous dire, on ne parviendra pas, avant les Jeux Olympiques, à faire quoi que ce soit. Moi, je propose une solution réaliste, une proposition rapide. Mais je pense, là aussi, encore une fois, nous ne sommes pas prêts pour les Jeux Olympiques. Il faut que, puisqu'il va y avoir... Il y a déjà des dizaines d'individus dangereux, de terroristes, qui ont été remis dans la nature. Jean-François Ricard. Qui est Jean-François Ricard? C'est le procureur près du parquet antiterroriste. Il l'a dit lui-même, ce sont des bombes humaines. Donc il faut les contrôler.
il faut les contrôler par ces mesures-là. Moi, je serais aussi favorable pour des mesures expérimentales, vraiment très dirigées sur les Jeux Olympiques de reconnaissance faciale, comme avaient fait les Anglais d'ailleurs, parce que sinon, on risque gros. Mais vous nous dites tout ça parce que vous craignez que les Jeux Olympiques soient l'occasion de nouveaux attentats en France. Vous considérez que la sécurité des Jeux Olympiques n'est pas garantie aujourd'hui? Absolument. Je considère que gouverner, c'est prévoir, c'est anticiper. On n'anticipe jamais rien ici. Avec Emmanuel Macron. Eh bien, anticipons, faisons en sorte que ces individus qui sont dans la nature, qui sont dangereux, pour lesquels on n'a pas suffisamment de personnel, notamment de renseignement, de policiers, de gendarmes pour les surveiller, on les surveille avec des mesures efficaces, et qu'on ait aussi un certain nombre d'autres outils, y compris numériques, très, très ponctuels, très expérimentaux, pour que le faciès de ces gens dangereux soit enregistré et qu'on puisse les détecter à tout moment. Uniquement pour la durée des JO? Voilà. En tout cas, une expérience. Parce que là encore, ça pose des problèmes de droit. Mais vous voyez bien que moi, je suis pour l'état de droit. Simplement, l'état de droit, je vais vous dire, il doit protéger la société française. Et aujourd'hui, un certain nombre de jurisprudences échappent, si j'ose dire, à l'état de droit. C'est-à-dire qu'au nom des droits individuels, on protège les terroristes plus que la société française. Ça ne va pas. C'est une contrainte aujourd'hui, l'état de droit, pour vous? Mais ça peut ne pas être une contrainte. Simplement, il faut l'adapter. Moi, je vais vous dire, cette discussion, je l'ai eue après, par exemple, les attentats. Au Sénat, on a déplacé le curseur entre les libertés publiques et la sécurité. Le curseur, on l'a déplacé vers la sécurité, un peu moins vers les libertés publiques. C'est ça le travail législatif. Et je pense que dans une société, quand le contexte change, quand c'est de plus en plus dangereux, il faut que l'état de droit s'adapte aussi dans un certain nombre de cadres, évidemment, qu'il faut respecter. Quand vous dites état de droit et cadre, et que vous entendez Marion Maréchal évoquer l'internement administratif de tous les islamistes fichés S, pour le coup, elle parle d'internement administratif. Est-ce que vous dites bonne idée ou mauvaise idée? Mais c'est pas praticable. Et elle le sait. C'est pas praticable. Moi, si vous voulez, il y a du bon sens un petit peu en politique, malgré tout. Là, on va avoir une échéance. Là, on a des attentats, on a des morts. Qu'est-ce qu'on fait rapidement? Je veux bien qu'on change la Constitution. Je me fais aucune illusion sur le texte constitutionnel que nos députés, que nous-mêmes, nous allons défendre. Ça n'ira pas à son terme. Emmanuel Macron ne le souhaite pas. Donc, trouvons des outils qui puissent être des outils efficaces rapidement. Sinon, ça sert à rien de monter dans les tours, de crier avec des mesures très très fortes quand on sait qu'elles ne seront pas applicables. Moi, je veux être utile aux Français. Je veux protéger la société française. C'est votre définition de vivre avec le terrorisme. Dire Manuel Valls à votre place disait il y a une part de nous qui doit intégrer aussi qu'on doit apprendre à vivre avec le terrorisme. Attention, vivre avec le terrorisme, mais pas s'habituer. Pas s'habituer. Tout faire justement pour refuser la fatalité. Et on le peut. Bien sûr, il y aura toujours dans une société des gens violents, etc. Mais on doit adapter nos outils, notamment nos outils juridiques. J'ai parlé de réponse pénale. Regardez tous ces jeunes qui sont sur la voie de la sécession. Il faut impérativement, ce jeune à Nantes, par exemple, qui était mineur, au mois de mai, il renverse un policier, il le traîne avec sa voiture pendant 20 mètres. Parce qu'il y a un refus d'obtempérer. Eh bien, ce jeune-là, vous savez, il a été jugé, il a écopé de 35 heures de TIG. Et pour le policier, justement, les séquelles, elles sont irréversibles. Donc le jeune type, il fera 35 heures de travail d'intérêt général, et le policier, lui, qui protège les Français, il aura des séquelles à vie. Non mais, on marche sur la tête, non? Puisque vous parlez des jeunes, il se trouve que le gouvernement, sans lien avec les sujets de sécurité, mais en lien avec les sujets d'éducation, a fait de nouvelles annonces hier. C'est Gabriel Attal, ministre de l'Éducation, qui les a portées. Globalement, si on résume, c'est plus d'exigences à l'école pour rehausser le niveau, pour remettre aussi de l'autorité. Le ministre a prévu d'en reparler. Ça passe notamment par un brevet qui devient un brevet des collèges indispensable, pratiquement indispensable pour passer au lycée, un changement des règles pour le redoublement, avec le dernier mot au corps enseignant et non plus aux parents, des dédoublements pour les cours notamment de mathématiques, par exemple, et je pourrais poursuivre la liste. Est-ce que vous dites, là, au moins, bonne mesure, bon sens, et je soutiens? Je soutiens. Je vais vous dire, je soutiens. Moi, je suis dans l'opposition, mais une fois de plus, on doit être dans l'intérêt général. On doit vouloir le bien de notre pays. Or, aujourd'hui, je pense que le problème vraiment de l'école est fondamental. Tous les problèmes, tous les autres problèmes, finalement, nous ramènent à l'école. On parlait tout à l'heure de terrorisme. Regardez ce jeune qui est né en France, de parents iraniens, qui avait fui, justement, la République islamique. L'assaillant de samedi. Vous vous rendez compte, il était à une école en France, et c'est en France qu'il s'est radicalisé. Donc il y a quelque chose qui ne marche pas, les questions d'autorité, c'est aussi l'école. On a déconstruit l'autorité entre le maître et l'élève. Mais vous considérez que c'est la responsabilité de l'école s'il s'est radicalisé en France ? En tout cas, l'école est un creuset républicain et elle a son rôle à jouer, bien sûr, parce qu'il y a un souci. On a des jeunes qui sont parfaitement français de papier, mais pas français de cœur.
Je crois que Gabriel Attal a fait ses annonces d'un lycée, je crois qu'il s'appelle le lycée Charles Péguy. Charles Péguy avait une très belle phrase et il disait que quand une société n'enseigne plus, c'est qu'elle a honte de s'enseigner elle-même. Bien, je pense qu'il faut que la France arrive à s'enseigner avec nos valeurs républicaines, nos principes. Et moi, je pense que ce que fait Gabriel Attal va dans le bon sens. Je pense, pour compléter, qu'il faut refaire des maîtres. C'est-à-dire abandonner la formation universitaire, revenir peu ou prou, c'est une image un peu caricaturale à nos anciennes écoles normales, en tout cas démasteriser, éloigner la formation des maîtres de l'université. Et deuxième chose, il faut vraiment donner beaucoup plus d'autonomie, beaucoup plus. Vous savez qu'un rapport de la Cour des comptes disait que les chefs d'établissement, seulement 2% de leurs décisions étaient prises en parfaite autonomie. Ça ne marche pas. Dans une société complexe comme la nôtre, il faut vraiment donner beaucoup d'autonomie aux chefs d'établissement. Et moi, je propose la création d'écoles publiques gratuites, autonomes. On a compris que le progressisme n'était pas votre tasse de thé au cas où on aurait... Pas vraiment. Pas vraiment. Juste vous non, mais en tout Bruno cas, ça va dans le bon sens. Vous employez, Bruno Retailleau, l'expression français de papier. Est-ce qu'en disant ça ce matin, vous n'envoyez pas aussi un signal à une partie de nos compatriotes de dire vous n'êtes pas des vrais Français, nous ne croyons pas que vous puissiez vous intégrer dans la communauté nationale? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une responsabilité politique dans le clivage, dans les fractures? Non, quand je dis ça, c'est que je constate simplement qu'il y a une partie de nos jeunes compatriotes qui n'arrivent pas à aimer la France. Alors, ils ont une responsabilité, mais on a une responsabilité. On leur a présenté la France comme coupable, comme la grande éternelle coupable. Mais si vous dites que la France est un contre-modèle, est un contre-exemple, comment voulez-vous que ces jeunes puissent s'agréger à notre destin collectif? C'est ça que je veux dire. Le rôle de l'école, le rôle des familles. Il faut croire en la France. Est-ce qu'on a encore suffisamment de force intérieure pour se poser en modèle? Moi, je veux que la France se pose en modèle. C'est un beau modèle, la France. On n'a pas à s'excuser. Au contraire, on a fait de tellement belles choses dans le monde et pour l'humanité. Les grandes œuvres culturelles, c'est ce qu'on doit enseigner encore. Non? Dans ceux qui croient en la France, en 10 secondes, Bruno Retailleau, parce qu'on arrive à la fin, il y a les chasseurs emmenés par Willy Schran qui veulent une liste ruralité aux européennes. Ça vous inspire quoi? Ils défendent leur vision de la France. Moi, je suis un enfant de la ruralité. Je vis dans la ferme que mon grand-père avait achetée avant la Seconde Guerre mondiale. Oui, j'ai l'impression que c'est une liste qui sert les intérêts d'Emmanuel Macron, je pense. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Les échos que j'en ai, je pense que c'est une liste qui pourrait dégonfler un peu la liste, par exemple RN, ou peut-être les Républicains, pour essayer de conforter un peu la liste macroniste. Bon, tout ça, c'est de la politique politicienne. Moi, je pense que l'échéance politique des Européennes est fondamentale, et j'espère d'ailleurs que ça sera François-Xavier Bellamy qui sera notre tête de liste. Ça, c'est aussi un mot Éric Ciotti, puisque la tête de liste LR n'est toujours pas connue. Merci.